Donc, le foie, donc c'est, comme j'ai dit, c'est un organe tellement important que l'exploration, c'est vraiment d'usage courant et ça va toucher plusieurs aspects physiopathologiques. L'infarctus du myocarde, donc, et le syndrome coronarien aigu d'une manière générale. Sachez bien sûr que dans les pays industrialisés, par exemple, les complications de l'athérosclérose et vraiment les pathologies en relation avec le syndrome coronarien aigu constituent plus de 50% de décès, toutes causes confondues. Donc, pour les pathologies, pour les maladies, donc 50%, plus de 50% de décès sont attribués aux complications cardiovasculaires et aux risques cardiovasculaires et bien sûr syndrome coronarien aigu d'une manière générale. Et l'exploration, maintenant on va voir l'exploration des glandes, certaines glandes, notamment la thyroïde, les parathyroïdes, la médullosurrénale et les glandes corticosurrénales et les glandes testiculaires et les glandes ovariennes en matière de, je dirais, de l'exploration des hormones de fertilité. Et puis, à la fin, ou presque, donc on va voir le métabolisme du fer et les hémoglobinopathies et certains syndromes, notamment le syndrome inflammatoire, le syndrome métabolique et l'exploration du stress et du vieillissement. Et à la fin, on va clôturer notre programme par, je dirais, par l'étude de marqueurs tumoraux. Voilà. Donc ça c'est globalement les différents objectifs spécifiques et les différents chapitres qu'on va voir. Donc on va commencer par le premier, une introduction au laboratoire de biochimie clinique. Donc pour la désignation, donc on parle de la biochimie clinique, de la chimie clinique, de biochimie pathologique ou de biochimie médicale en fonction de certains, si vous voulez, en fonction des pays. Donc les anglo-saxons surtout parlent de biochimie, de chimie clinique ou de chimie pathologique. Donc les francophones parlent de la biochimie clinique ou de la biochimie médicale. Mais l'ensemble des appellations désignent la même chose. Donc c'est une branche de la médecine, du laboratoire. Donc pour la médecine de laboratoire, il y a plein de disciplines, notamment la biochimie, l'hématologie, la microbiologie, la parasitologie, la mycologie, la génétique médicale, l'immunologie, etc., etc. Et bien sûr, la biochimie constitue vraiment une grande partie je dirais, du laboratoire, de la biologie médicale. Et il s'accapare vraiment d'une grande partie je dirais, d'investissement et d'investigation pour la pratique du laboratoire. Donc ça, c'est l'organigramme général d'un laboratoire. Il peut s'agir d'un laboratoire hospitalier ou bien d'un laboratoire externe, en ambulatoire si vous voulez, un laboratoire de ville. Bon, bien sûr, les laboratoires hospitaliers, ils vont recevoir aussi bien les prélèvements des patients hospitalisés que ceux des patients externes. Et bien sûr, les laboratoires, en fait, il y a ces prélèvements. Bien sûr, les patients externes viennent pour se faire prélever au sein du laboratoire. Les patients hospitalisés, on leur assure un acheminement des prélèvements via les coursiers ou bien via des systèmes qu'on appelle les systèmes pneumatiques. Donc ici au CHU d'Oujda, on a un système pneumatique qui aide vraiment à l'acheminement des prélèvements. Bien sûr, ce système doit être utilisé avec
une certaine compétence, une certaine connaissance, parce que sinon on aura certaines difficultés. Et bien sûr, les patients qui vont être prélevés au laboratoire, leur prélèvement va être dirigé avec bien sûr les prélèvements des patients hospitalisés au niveau d'une salle de réception. Au niveau de cette salle, on a une certaine consigne à respecter, une certaine exigence. Dont la plus importante, c'est l'identité-vigilance. Donc il faut être vigilant que vraiment à ce que tous les prélèvements soient bien identifiés pour ne pas tomber dans des problèmes d'identité. Sinon, bien sûr, c'est toute une responsabilité médico-légale. Ça veut dire qu'on peut accorder un résultat positif pour un patient, un autre patient, un patient différent. Donc, et là, engage le laboratoire. C'est tellement important à connaître toutes les consignes et les exigences de l'identification. Et bien sûr, il faut que le prélèvement soit conforme. Donc, soit conforme, ça veut dire, on va voir ça avec plus de détails. Donc, chaque examen, on doit le faire dans un tube approprié. Donc, si le prélèvement a été réalisé dans un tube inadéquat, donc ça va influencer les résultats. On ne peut pas faire cet examen. Par exemple, on ne peut pas faire la cytologie dans un tube où on active la coagulation. Parce que la coagulation, c'est la consommation des facteurs, les cellules ne sont pas axées à être analysées, à être dénombrées. Donc, ça va servir à rien. On ne peut pas faire une numération formule sanguine sur un prélèvement coagulé. C'est clair? Parce que la numération, c'est sur un volume, la cytologie, les cellules, les différentes cellules, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, etc. Mais s'il y a une coagulation, donc une grande partie des cellules devient l'état solide sur un coagulat, donc, et le volume, on aura largement une sous-estimation. Donc, ça va servir à rien. Un exemple. Et bien sûr, il faut veiller à ce que les conditions de prélèvement et d'acheminement et de conservation, si vous voulez, soient respectées. Par exemple, un prélèvement qui se fait sur une voie où le patient reçoit le sérum glucosé et vous avez demandé, le clinicien a demandé la concentration des glucoses, automatiquement on aura un dosage erroné parce que le glucose qu'on va trouver au niveau du tube, ou on va doser au niveau du tube, provient à la fois du sang et du sérum. Vous êtes d'accord? Donc, bien sûr, ça va servir à rien. Hein? Bien sûr, après l'identification et l'identification, l'attribution d'un numéro, etc., donc le prélèvement va être dispatché sur les différents laboratoires et bien sûr, il va arriver au niveau de laboratoire de biochimie et là, il y a tout un traitement. Donc, bien sûr, maintenant, on est dans le pré-traitement des examens, des prélèvements, à savoir la centrifugation, l'écotage, la conservation, etc., etc. Et après, on attaque tout ça, bien sûr, il découle de la phase pré-analytique. Bien sûr, la phase pré-analytique commence de la prescription jusqu'à le début juste avant, la dernière étape, avant l'analyse. Donc, et puis vous avez l'analyse du prélèvement par des techniques. Vous pouvez faire l'analyse microscopique, l'analyse immunochimique, l'analyse chimique, l'analyse électrophorétique, etc., etc. Par plusieurs techniques. Et après, vous aurez votre résultat brut. Bien sûr, vous devez le traiter, l'analyser, le traiter, le valider, etc. Et puis le transmettre aux cliniciens, aux utilisateurs, aux demandeurs. Bien sûr, la transmission, ça peut être sous forme d'un support papier ou bien ça va être sous forme d'un
sur la base de l'informatique. Ça veut dire le clinicien, depuis son poste, hein, il va consulter, je dirais, le résultat. Bien sûr, ça demande une certaine connaissance de valeurs normales, de la technique, du contexte du malade, etc., etc. Et bien sûr, pour le fonctionnement d'un laboratoire, donc, il y a un ensemble de profils, hein, qui sont responsables du fonctionnement du laboratoire, à savoir le biologiste responsable, les biologistes qui sont affectés aux différentes paillages ou bien aux différents laboratoires. Bien sûr, la majorité des cas pour les laboratoires de ville, bien sûr, il y a un seul biologiste qui fait à la fois les responsables de la gestion, responsable du volet médical, responsable je dirais, en fait, de l'entretien, et maintenance, etc. Donc, et c'est lui qui supervise le fonctionnement du laboratoire. Et puis vous avez l'infirmière qui est responsable du prélèvement, ou bien les infirmières qui vont assurer les prélèvements, et les techniciens qui vont assurer le fonctionnement ou bien l'exécution des analyses, les biologistes qui vont valider, comme par exemple pour les CHU, donc ce sont des centres hospitalo-universitaires, donc il y a aussi le volet formation, donc, et bien sûr cette formation peut être dédiée aussi bien aux techniciens en formation, aux internes qui font un passage au laboratoire, aux résidents qui sont en cours de spécialisation en biologie, hein, et bien sûr certains profils qui sollicitent la biologie, qui sollicitent le laboratoire pour qu'ils puissent être formés dans certaines disciplines proches du laboratoire. Par exemple, les licenciés qui sont formés en biologie et qui veulent acquérir certaines connaissances de biologie médicale, ou certains profils responsables d'hygiène, de sécurité, etc., d'environnement, etc., de toxicologie, etc., etc. Et bien sûr, il y a aussi les secrétaires qui vont recevoir les prélèvements et assurer la partie identité-vigilance, les coursiers, hein, qui transportent les prélèvements. Et bien sûr, généralement, on a maintenant des systèmes pneumatiques et les agents de surface qui vont assurer la propreté et la désinfection des paillasses, la propreté du laboratoire. Donc, ce sont les différents profils. Très bien. Maintenant, on va attaquer, si vous voulez, on va définir les marqueurs utilisés, les marqueurs biologiques, les marqueurs biochimiques. Donc, d'une manière générale, un biomarqueur, donc il y a une définition de la Haute Autorité de Santé française qui définit que un biomarqueur est une caractéristique objectivement mesurée et évaluée comme un indicateur de processus biologiques normaux ou pathologiques ou de réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique. Donc un biomarqueur, c'est une caractéristique qui évalue d'une façon objective donc une situation physiologique ou pathologique, hein, donc ça peut être normal, ça peut être pathologique, et bien sûr dans les différentes situations de diagnostic médical ou bien de la pratique médicale. On peut l'utiliser pour le traitement, le diagnostic et le dépistage, ou bien l'évaluation, le pronostic d'une pathologie donnée. Donc, statistiquement parlant, on peut qualifier un marqueur toute substance qui présente des variations nettement ou bien statistiquement significatives
entre la population saine et la population malade. C'est clair? Donc, par exemple, on veut qualifier un marqueur comme étant marqueur biochimique ou bien biomarqueur d'une manière générale pour une pathologie X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une population malade qui présente cette pathologie. Par exemple, une centaine connue. Et on va prendre une centaine une population qui ne présente pas cette pathologie. C'est clair? Témoin. Donc, et on va mesurer ce marqueur qu'on veut évaluer. On ne dit pas marqueur, on ne sait pas. Donc, un paramètre. Donc, un paramètre, X, un paramètre. Donc, on va mesurer ce paramètre pour la population saine et la population malade. Et on va voir. Si on trouve qu'il n'y a pas de différence entre la population saine et la population malade, est-ce que je peux qualifier ça comme marqueur? Donc c'est non, parce que ce ne permet pas de faire la distinction d'une façon significative entre la population malade et la population saine. C'est clair? Maintenant, si je trouve le contraire, si je trouve que vraiment il y a une grande variation, très importante, donc je peux qualifier ce paramètre comme étant un marqueur, parce que je peux l'utiliser parce qu'il y a une nette différence entre la population saine et la population malade. Vous êtes d'accord? Donc il y a une grande différence. Et puisqu'il y a une grande différence, donc ce paramètre peut me permettre de faire le diagnostic. Bien sûr, après validation. Parce qu'il me permet de distinguer entre un malade et un patient normal, un sujet normal, pour ce qui concerne cette maladie. C'est clair? Mais rien n'est parfait. Pourquoi? Parce que la majorité des marqueurs utilisés présentent des zones d'intersection, de chevauchement. Et cette zone correspond au faux positif et au faux négatif. Faux positif parce que vous voyez une partie, elle appartient à la zone des malades. Alors que ce sujet, il est normal. Donc ça veut dire que c'est un faux positif. Réellement, il est négatif. Mais la technique, les performances analytiques ne permettent pas de déceler cette caractéristique, cette propriété. La même chose, une partie qui devait appartenir, si vous voulez, à la population malade, les valeurs se trouvent au niveau de la population saine, de la zone des sujets sains. Donc, c'est un faux négatif. Le résultat que j'ai, apparemment, il est négatif, mais réellement, il doit être positif. C'est clair? Donc, ce sont les faux positifs et les faux négatifs. Donc, comme j'ai dit, du point de vue statistique, donc, il est significativement ou bien statistiquement suffisamment éloigné, donc les teneurs, les valeurs, entre population malade et population saine, et ce qui permet de donner un caractère discriminant à la mesure, à sa mesure. Donc, vous avez les différents exemples, par exemple les enzymes, les métabolites, les marqueurs, les hormones, etc. Maintenant, quels sont les mécanismes de variation de ces marqueurs? Ça veut dire, qu'est-ce qui fait